sein du couple. C'est des chiffres en fait qui moi m'ont vraiment brusqué parce que, et je le vois, je constate tous les jours avec mes collègues à la maternité, depuis 2018, donc on a la loi Schiappa, 2020, la loi aussi visant la protection des victimes des violences intrafamiliales, et on a pris vraiment à cœur, en tout cas à l'hôpital de Tulle, de demander à chaque femme enceinte où en est votre situation intrafamiliale. Et je peux vous dire que 4 dossiers sur 5, il y a eu des événements qui se sont passés dans l'enfance ou avec le conjoint, mais majoritairement c'est dans l'enfance. Et en fait, quand on pourrait rejeter la faute sur voilà, l'extrême droite, la montée de la violence, mais je voudrais attirer votre attention sur les actions qu'on peut faire, nous, concrètement, aujourd'hui sur Brive, c'est-à-dire de dénoncer cela, de dire non aux violences intrafamiliales, d'en prendre conscience, d'en parler, et de dire qu'on ne veut plus ça, notamment pour nos petits-enfants. Beaucoup m'ont parlé de leurs petits-enfants, de leurs filles, voilà. On parle beaucoup des filles, mais ça existe aussi auprès des jeunes garçons. Mais de dire que voilà, c'est une responsabilité qui est partagée, dans le sens où si on a entendu quelque chose, on peut aussi dénoncer, être à l'écoute. Et je passerai le micro, parce qu'on va encore en parler après. Mais voilà, je vous invite chacun, quand on parle de la journée de la lutte pour les droits des femmes, oui, bien sûr, il y a l'avortement, c'est un droit qui est fondamental, mais je dirais le droit principal et le droit premier, c'est d'abord le droit à la vie. Que des femmes puissent avoir une vie épanouie. Parce que la famille, à la base, c'est chouette. Et on en est tous plus ou moins avec nos histoires personnelles, mais on est plutôt dans une dynamique où la famille, quand ça se passe de manière saine et équilibrée, c'est chouette. Voilà. Je rajoutais peut-être au niveau de la région, on peut remarquer que l'extrême droite vote souvent contre les budgets pour l'égalité et les associations féministes. Hein. C'est souvent où ils s'abstiennent ou ils votent contre. Ils sont rarement pour, hein, contrairement à ce qu'ils disent à la télé. Voilà, ils sont proches du peuple, proches de tout le monde, mais ça c'est des discours, mais en acte c'est totalement différent. Hein. Donc c'est vrai que l'égalité elle n'avance jamais toute seule. Hein. Elle avance parce qu'il y a des politiques publiques et des mobilisations, et quand ces politiques disparaissent, malheureusement, les inégalités elles reviennent très très vite. Alors effectivement, heureusement que l'avortement a été inscrit dans la Constitution, parce que je pense que s'ils arrivent au pouvoir, ils n'auraient pas hésité. Et puis même, quand on discutait ensemble, moi, ils me font peur, quoi. C'est comme Trump, quoi. Ils sont capables de tout et de n'importe quoi. Donc on n'est jamais à l'abri d'un retour en arrière de leur part. Ils savent très bien amener l'eau à leur moulin et capter pas mal d'adhérents, mais en acte, ça va peut-être faire drôle à certains. S'ils arrivent. Donc, moi, quand je pense extrême droite, je pense maintenant à les nouvelles manières que l'extrême droite a d'infuser ses idées dans la société. Et donc, je vais vous parler de tout ce qui est le masculinisme, et notamment sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que maintenant, le masculinisme a été classé comme la 2e menace terroriste en France. Ça veut dire, c'est pas juste des petites personnes derrière leur clavier qui passent leur temps à insulter. Ce sont des gens qui préparent des actes violents en France, pas à l'autre bout du monde. Il y a eu beaucoup d'études, il y a une étude très récente qui est sortie, et il y a 30% de la Gen Z, la Gen Z, ça veut dire c'est les jeunes gens jusqu'à... Voilà. Donc il y en a 30% qui sont d'accord sur le fait, par exemple, que 30% des jeunes hommes, qu'une femme devrait obéir à son mari. Donc là, on est en train d'assister à un retour de bâton des idées égalitaristes, humanistes et féministes. Et c'est énormément véhiculé dans les réseaux sociaux, qui sont le lieu d'une extrême violence. On peut déjà le voir rien que pour nous, à Brive, dans notre campagne municipale. On a des centaines de commentaires de gens haineux qui nous rabaissent, toujours sans jamais parler des idées, hein, bien sûr, ils te parlent du physique. Ouais, ils te parlent que du physique. Et donc, voilà, ils ont fait ça. Mais on voit que la seule violence aujourd'hui, nous, dans notre campagne, c'est l'extrême droite ou les personnes qui s'en revendiquent. Et donc le masculinisme, c'est vraiment leur relais. Ils sont très insidieux, il faut vraiment qu'on apprenne à les combattre. Par exemple, dès qu'on dénonce les inégalités salariales,
Il y en a toujours un pour dire ah non mais c'est pas vrai, c'est pas à poste égal et tout. À poste égal, à temps de travail égal, on est à 4%. Bah, est-ce que toi tu acceptes d'être payé 4% de moins juste parce que tu as un truc qui pend, quoi? Voilà. Enfin, l'inverse en fait. Mais bon, là, vous avez compris. Et en fait, et du coup ils te disent toujours ah mais si c'était vrai, tous les patrons n'embaucheraient que des femmes. Et donc, tu vois, il faut vraiment qu'on ait un gros travail pour nous travailler nos punchlines pour répondre. Parce qu'en fait, tu as des gens qui viennent commenter et tu as des jeunes qui viennent lire. Et même s'ils ne commentent pas, même s'ils ne mettent pas des j'aime, ça s'imprègne. Et donc ça, c'est vraiment, il faut vraiment qu'on prenne ce pli-là de venir contrer la violence sur les réseaux sociaux. Et donc, je dis merci parce qu'il y a des influenceurs qui le font. Moi, je suis sur Instagram. Et il y a plein de jeunes garçons qui prennent les vidéos des masculinistes et qui les démontent. Et comme c'est des garçons, ça va plus parler facilement aux garçons. Et donc, heureusement qu'ils sont là. Mais il faut vraiment prendre conscience que pour moi, c'est vraiment la nouvelle violence. Et qu'est-ce qu'ils nous dit? Oui, ils nous disent ah mais l'égalité, maintenant c'est nous les hommes qui sont discriminés, on n'a pas accès à la garde de nos enfants, etc. Donc, vraiment, il faut les combattre, il faut travailler nos arguments parce que c'est très très poreux pour nos adolescents. Il y a eu des drames qui sont venus de ça. Et il y a une série ou un film Netflix là, qui s'appelle Adolescence. Et le gouvernement, je crois que c'est l'Angleterre, qui a décidé de le passer à tous les jeunes gens, filles et garçons, pour dire que c'est vraiment un nouveau sujet et qu'il faut en prendre conscience que le harcèlement et que le masculinisme, c'est une nouvelle menace. Et pour moi, c'est vraiment l'extrême droite qui se pavane là-dedans. Et donc, là, on est sur le constat. Après, sur les autres points, on passera sur les solutions. Parce que moi, j'aime toujours aborder des solutions à un sujet. Mais là, la première chose, c'est vraiment, il faut aller voir ce qu'ils racontent pour pouvoir les contrer. Et aussi expliquer à nos jeunes filles et nos jeunes garçons que malheureusement, dans les réseaux sociaux, il y a du très bon et du très mauvais. Voilà. Ah oui, excuse-moi, je te parlerai. Les masculinistes s'en sont pris au 3919, qui est le numéro d'appel pour les femmes victimes de violences, pour dire oui, mais vous ne prenez pas en compte les hommes, et ils font des raids, c'est-à-dire ils sont pleins à appeler en même temps pour saturer le standard, pour que des femmes qui en ont besoin ne puissent pas y avoir accès. Donc c'est vraiment des menaces concrètes. Voilà. Mais après on parlera des solutions, ça sera vachement plus joyeux. Merci. On va passer au deuxième. Alors je sais pas, non, il y a peut-être des réactions par rapport à le deuxième micro. Voilà. Est-ce qu'il y a des réactions? Ah, direct, d'entrée, une femme. C'était simplement pour revenir sur tous les chiffres qui ont été annoncés, et je vous remercie, c'était vraiment bien détaillé, mais il faut qu'on parle aussi de toutes ces femmes qui ne portent pas plainte, qui restent dans le silence et qu'on ne compte pas, donc les chiffres explosent. Voilà, c'est un aperçu ces chiffres. Voilà, c'est un aperçu. Voilà, mais la réalité, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne se plaindront jamais parce qu'elles sont soumises, parce qu'elles ont peur et elles n'osent pas et elles ont peur de se retrouver seules. Alors là, il faudra qu'on trouve une femme en produit légal. On a dit, parfait, voilà. Donc Daniel, Jalila et André. J'assure l'alternance. C'est la technique de la formation éclair. J'assure l'alternance. Non, simplement, je prends la parole parce que cette question qui est posée, je trouve qu'elle est important de la poser dans la société du monde que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. L'arrivée ou la mise en pouvoir de ce que sont les idées d'extrême droite, est-ce un danger? C'est comme ça pour la femme. Il suffit de réfléchir un peu par rapport à l'histoire pour comprendre pourquoi. C'est pas un hasard, c'est pas pour le plaisir de dire on va écarter les gens d'extrême droite parce qu'on veut les battre. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est parce que l'idéologie portée par le courant d'extrême droite porte en elle précisément comme structure essentielle celle que ce matin Sophie dénonçait à la manifestation qui avait lieu au titre de la CGT sur la place devant le théâtre, à savoir les préjugés et les stéréotypes. Tout est fondé dans la conception même de l'idéologie d'extrême droite sur ce concept-là
de bâtir une conception d'une société qui va se faire à travers des segmentations d'individus et d'êtres humains qui seront d'une certaine manière d'une seule culture, d'une seule couleur de peau et d'une seule conception même de la société. C'est cela le danger, ce qui veut dire y compris la conception même de l'acceptation de la soumission de l'homme, de la soumission de la femme vis-à-vis de l'homme, et de la prédominance de l'homme. Ça, c'est une idée particulièrement d'extrême droite. C'est la raison pour laquelle, quand on dit à Guéret, à Brive, pardon, excusez-moi, quand on dit, ah oui, il reste quelque chose. Quand on dit à Brive, votez pour Brive Unie, et attention au danger que représente la liste d'extrême droite, c'est pas simplement des paroles en l'air, c'est quelque chose d'extrêmement profond, extrêmement dangereux pour toutes les femmes qui sont dans ce département et qui vivent là. C'est une question fondamentale. Je vous invite à regarder, si vous ne l'avez pas fait, ce film qui est projeté très récemment sur FR3, qui s'appelle Un nom sur un mur, qui est pour moi une démonstration remarquable de ce qu'est véritablement l'idéologie d'extrême droite, qui précisément prend naissance dans des hommes et des femmes ordinaires, dont on fabrique d'hommes et de femmes ordinaires des hommes et des femmes qui sont emplis dans une conception de préjugés et d'organisation de la société complètement figée à des conceptions essentielles. Moi, l'expérience qui a été menée aux États-Unis, et que vous connaissez peut-être, où un professeur a fait l'exercice suivant, rassembler un groupe de classes et les forger tous ensemble pendant quelques mois à une conception idéaliste sur des préjugés. C'est-à-dire, effectivement, devenir combattre véritablement l'adversaire qui n'est pas de la bonne couleur de la société, qui n'a pas la bonne religion, qui n'a pas la bonne conception catholique ou religieuse. Et au bout du compte, il a été obligé d'arrêter, parce qu'il était en train de fabriquer un bastion d'hommes et de femmes qui devenaient véritablement des combattants de l'idéologie de l'État. Ce sont des gens ordinaires qui sont devenus des gens extrêmement dangereux, au point de réaliser les massacres odieux que l'on a connus dans l'histoire par le monde de ce qu'a été, ce qu'a fabriqué le nazisme en Allemagne. Voilà ce que je voulais dire. Tu m'as permis de rebondir. Peut-être que toi aussi tu peux le faire. Comme tu dis, ça vient de personnes ordinaires. Et ce qu'on apprend beaucoup dans mes lectures féministes, c'est en fait il y a un continuum de violence. Il n'y a pas d'un côté les gens bien et les gens méchants. Il n'y a pas d'un côté, du coup dans ce cas-là, les hommes bien, les hommes moins bien. Et ça marche pour toutes les discriminations. Il y a un continuum et en fait à chaque fois, il ne suffit pas beaucoup pour passer dans la catégorie de plus en plus violente. Et il faut savoir que en fait on est tous pas parfaits. Et il faut vraiment nous former, et voilà, parce que notamment sur les violences faites aux femmes, c'est toujours un petit truc, hein, si tu tolères la blague sexiste d'un collègue, en fait, tu incites, tu génères que les autres qui voulaient le contredire, et ils vont pas oser, etc., etc. Donc il y a vraiment un continuum. On a tous la possibilité d'être des personnes extrêmement humanistes, et dans un autre environnement, des personnes moins bonnes. Donc il faut vraiment pas penser que l'enfer, c'est toujours les autres. Le paradis aussi, alors du coup, le paradis aussi. Ils vont en parler après, c'est l'éducation. En fait, moi, je voulais revenir un peu sur ce qui a été dit. Oui, on m'entend là? Oui, on m'entend. J'ai une voix qui porte déjà. Sur les chiffres effrayants là, que tu nous donnais, il y a 25 ans, j'écrivais des discours pour les maires sur la journée des droits internationaux de la femme, et on était à un féminicide tous les 3 jours. Et ça n'a pas diminué. Ça n'a pas diminué, il y a 25 ans. Donc cette question, en fait, à la fois, on trouve il y a eu la parité, il y a eu la loi pour la parité, on a eu quand même des lois qui ont essayé de régler quelques violences faites aux femmes sur l'égalité, mais on s'aperçoit en fait que rien ne diminue. Pire, c'est qu'on a
par rapport à l'extrême droite, je me souviens d'un conseiller régional PACA qui demandait la fermeture, ce que tu disais, de réduire ou de supprimer les subventions faites au planning familial, hein, de la région. Et donc en fait on s'aperçoit aussi que dans les villes où ils sont aux manettes, la première chose qu'ils font au-delà de la culture, c'est de supprimer les subventions faites aux associations qui viennent en aide aux femmes. Et donc ça c'est une réalité. L'extrême droite par le monde, on voit ce qui se passe en Hongrie, on voit... Alors à la fois ils suppriment tous les droits des femmes et à la fois ils mène une politique de natalité, soi-disant, donc c'est remettre les femmes à la maison, devant les fourneaux, à s'occuper des enfants et à procréer. Et en fait, on a vraiment ce discours. Et il faut quand même savoir que le groupe RN et UDR n'était pas pour qu'on mette le droit à l'avortement dans la Constitution, en disant mais enfin quand même, ça n'a aucun risque. Sauf que si. Voilà, donc en fait là, c'est vrai que l'extrême droite, c'est ça, c'est cette question. Et moi je me souviens, j'étais très jeune quand j'ai commencé à militer, sur la question des masculinistes. Effectivement aujourd'hui les réseaux sociaux amplifient, mais souvenons-nous ce qu'on appelait les MLF à l'époque, hein, dans les années 70, les hommes appelaient le mouvement de libération des folles, pas des femmes, mais des folles. Donc c'est vrai que les arguments existaient. Ils s'amplifient. Et ce qui m'effraie aujourd'hui, c'est que toute ma génération, qui avons éduqué nos garçons et nos filles, alors pas moi parce que j'ai qu'une fille, mais on a un garçon quand même du côté de mon mari, et bon, lui, il est du bon côté de la barrière, c'est plutôt, voilà, mais on était quand même la génération pour la pilule, pour l'égalité homme-femme, et ce n'est pas chez des personnes âgées ces masculinistes, ce sont chez des jeunes, il y a un recul, et c'est ça qui est effrayant. C'est que le nationalisme, le catho-intégriste, il y a un recul, mais dans cette jeunesse, alimentée par des femmes jeunes aussi, qui militent avec eux. Et donc c'est ça qui est effrayant aujourd'hui. Et qui m'effraie, c'est que qu'est-ce qu'on a loupé? Qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qu'on a raté? C'est ma question aujourd'hui. Voilà. Oui, je remercie madame d'avoir dit que moi j'avais un garçon et qu'il n'était pas du tout éduqué. Non, moi je vais insister sur deux choses. La première, c'est que, qu'on le veuille ou non, on est dans une société très machiste. Très machiste. Et actuellement, cette société qu'on a fait progresser les hommes et les femmes, parce qu'il ne faut pas oublier que les hommes ont été dans le combat. J'y étais aussi. Hein, de pas... même qu'il y a des femmes qui font... Oui, qui aujourd'hui font l'inverse. C'est l'égalité, ça. Ouais. C'est pour ça qu'il ne faut pas taper sur les hommes, forcément. Il y en a plein qui... Ah non, mais dans cette société, il vaut mieux taper sur la femme, c'est beaucoup plus facile. Ça dépend. Encore que, avec toi, ça c'est compliqué quand même. Hein, parce que madame a quand même... eu des titres sportifs importants dans les sports de combat. Mais je crois que cette société qu'on a fait progresser à une période, aujourd'hui, dans le contexte politique mondial et national, eh ben on refait marche arrière. Et on est en train si on n'y prend pas garde, si le combat n'est pas mené au niveau où il doit l'être, on va aller vers une société qui va être compliquée. À la fois la violence, mais générale, et la violence contre les femmes. Il faut faire attention. Et je vais être court. Moi, ce sur quoi je crois qu'il faut que nous insistions dans le combat que nous avons à mener, c'est sur l'égalité salariale entre l'homme et la femme. Et c'est pas simplement mettre les femmes au niveau de l'homme, mais c'est aussi donner les moyens à la société de continuer à avoir une sécurité sociale et tout. Parce que s'il y a plus de femmes qui travaillent, avec les mêmes salaires que les hommes, on va avoir des moyens pour assurer socialement tout ce que nous avons conquis. Donc, je veux dire, là, ça me semble être quelque chose d'important
d'importance à mettre dans notre rapport avec les gens pour leur montrer combien ça c'est un combat qui est noble et qui est indispensable pour faire progresser notre société. Parce que aujourd'hui on dit bon c'est une femme. Moi vous savez je suis passé par des secteurs où le machisme était porté, la marine nationale quelques années et la sidérurgie quelques années aussi, où il n'y avait pratiquement pas de femmes qui pouvaient accéder, et dans la marine encore ça a un peu bougé, mais dans la sidérurgie, les femmes elles n'y étaient pas dans toutes les promotions. Mais regardez aujourd'hui, des femmes ministres, quand on voit les photos, c'est compliqué, des femmes PDG avec tout ce que... Alors, vous allez y venir, bon alors ça va. Voilà, mais je veux dire, le combat aussi social sur l'égalité des salaires est important pour aussi garder et faire progresser tout ce que nous avons su gagner dans cette société-là, socialement. Oui, merci. Je le refaire comme ça, sinon elle fait parler, dis donc. Non, je plaisante. Je suis étonné quand même, je vais remettre un petit coup sur cette petite discussion quand même. Je suis étonné que personne n'ait parlé de Némésis. Mais j'ai dit les femmes qui sont dans l'extrême droite, donc c'est Némésis et l'autre. Mais il ne faut pas leur faire de pub. Oui. Non, mais sans faire de pub quand même, parce qu'on pourrait penser, il y a plein de gens. Parler des femmes catho-intégristes. Qui défendent qu'un seul modèle, effectivement, et non pas l'émancipation des femmes. Je vous remercie pour... Ouais. C'est ça. Et donc je vous remercie pour cette question-là. On voit bien effectivement que si on n'y prend pas garde... tu les as? Ah ben c'est parfait, si tu les as, ça m'évite de rajouter le truc. On voit bien que si on n'y prend pas garde, tout descend. Hein, on pourra parler aussi de l'Iran un petit peu, parce qu'il faut bien imaginer qu'il y a 50 ans en Iran, la femme était libre. Et puis petit à petit, elle n'a plus le droit. Donc il ne suffit de pas grand-chose pour que la femme soit la première à être victime de tout ça. Bon, la deuxième question est un peu plus légère, mais quand même importante. C'est la représentation des femmes dans les instances de décision, des conseils municipaux jusqu'au Parlement. Hein. Vous le voyez à l'Assemblée nationale, au Sénat, on a une proportion de femmes qui est inférieure à un quart. Entre un quart et un tiers de représentation, c'est vraiment très faible. Et sur les maires en France, on tombe en dessous des 20%, il me semble. Voilà. Bon, si vous aviez des chiffres à donner, mince, j'ai spolié. Je vous laisse la parole. Oui, donc j'avais pas de chiffre précis, j'ai fait des généralités. Donc effectivement, la parité existe dans certaines assemblées, mais par contre, au niveau du pouvoir, on voit souvent que c'est masculin. Donc on a, par exemple, les maires sont encore majoritairement des hommes, comme tu as dit, et rien que là sur Brive, on voit bien que dans les listes, sur 4 listes, il n'y a qu'une liste qui propose une femme en tête de liste. Voilà, donc ça aurait pu être, la parité aurait pu être là également, ben non, même là, on l'a pas. Donc les propositions possibles, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut renforcer les lois sur la parité. Voilà, on peut mettre des amendes un peu plus fortes lorsque les partis ne respectent pas cette parité-là. Souvent, on voit que les adjoints, les vice-présidences, les présidences, ben, c'est des hommes souvent qui les ont et qui les dirigent, quoi. Donc il faut également, je pense, former et accompagner les femmes qui sont dans ces structures-là, parce que c'est vrai que c'est pas évident. On est aussi... ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a été élevé un peu comme ça aussi. Hein. C'est pas, on a tendance à avoir du mal si un homme prend la parole. Ben, certains ou certaines, on va peut-être rester laisser parler, effectivement, parce que on se dit, ben, il a raison. Hein. Le respect, oui, c'est une forme de respect, mais qui est plus une forme de soumission, en fait, hein, l'air de rien. On avait dit ensemble, lorsqu'on a discuté un petit peu de ce débat, que effectivement les femmes laissent parler, et si elles parlent plus fort, eh ben c'est des hystériques. Voilà, ce qu'on disait, le MLF, Mouvement Libération des Folles, ben si on parle plus fort qu'un homme, on peut être une hystérique. Alors que bon, un homme qui va parler fort,
il a du caractère et voilà, il en impose quoi. Hein, donc c'est vrai que tout ça, et on en a discuté aussi, c'est aussi un problème d'éducation, ce que tu disais. Hein, il ne faut pas voilà, élever ses filles en étant sous la coupe des hommes. On a les mêmes droits, on est un être humain, voilà, c'est chacun, on est tous des êtres humains. Voilà, c'est ça. Le principe c'est ça. Et des êtres humains, alors femmes ou hommes, blanc ou noir, marron, jaune, peu importe, on est tous des êtres humains. Avec nos caractéristiques, il ne faut pas non plus gommer les caractéristiques. Hein. On a des qualités, mais on se complète. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que l'un prenne le pas sur l'autre. Au contraire. Parce que de toute façon, s'il y a un sexe qui prend le pas sur l'autre, l'autre va s'effondrer et ce ne sera pas bon pour la démocratie, ce ne sera pas bon pour la société. Hein, une société, on se complète et il n'y a que ça qui fait qu'on peut avancer ensemble. Voilà, donc oui, on peut peut-être mettre faire payer les partis, je ne sais pas. Mais il y a, je pense, au départ, l'éducation. On est tous responsables, nous, en tant que parents. Voilà, on est tous responsables en tant que parents de ce qu'on amène à nos enfants et il faut faire attention à des fois des petites choses. Moi je vois en tant que prof par exemple, je fais mettre les élèves dans les gradins, les garçons sont d'un côté, les filles de l'autre. Bon, alors je leur dis mais pourquoi vous faites ça? Je dis, vous avez peur qu'elle vous mange, vous avez peur qu'il vous mange, je sais pas, on voit les deux côtés bien distincts. Je ne comprends pas, je dis vous allez critiquer, alors je provoque un peu, vous allez critiquer certains pays en disant que les femmes sont mises de côté, vous faites pareil. Vous faites pareil. Donc bon, je provoque un peu, mais j'aime bien des fois. Et pareil, on se fait mettre par groupe, alors ils se mettent, on leur demande de se mettre par 4, par 6. Eh bien les filles vont toutes se mettre ensemble et les garçons vont se mettre ensemble. Alors après les garçons ils vont dire ah ouais mais les filles elles arrivent à faire ça. J'ai dit bah, si tu avais pris une fille dans ton groupe, elle l'aurait fait. Bien sûr. Vous seriez complété. C'est vrai qu'il faut sans arrêt faire des remarques. Et, enfin, moi, je sais que je le fais systématiquement, mais je crois qu'on doit le faire en tant que parent, en tant qu'enseignant, quand on est enseignant. Et puis, il ne faut rien laisser passer parce que c'est trop facile. Si à la maison, ils ont tendance à entendre certains discours et que nous, au collège ou au lycée, on ne dise rien, eh ben, ça va entretenir ces façons de fonctionner. Quoi. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez... Oui, là c'est vrai qu'on est plus sur les leviers. Donc c'était la question 3, les leviers politiques nécessaires pour atteindre une égalité réelle entre femmes et hommes. Donc on est, sans répondre aux leviers politiques, on était plus sur des questions d'éducation. Et ça c'est quelque chose qui peut nous incomber à tous sans attendre que la politique impose les choses, mais le militant peut, et la personne juste qui réfléchit peut le faire naître. Cette éducation à la paix, en fait, et non pas une éducation à la domination, une éducation à la collaboration, à la gestion de la parole aussi, et notamment à la communication non violente. Et il y a quelques petites étincelles qui naissent à droite à gauche dans des écoles primaires, où simplement déjà le fait de verbaliser ses émotions par certains instituteurs, de banaliser ça. En fait, c'est normal de dire « je suis en colère », c'est normal de le dire, de frapper, d'imposer, ça c'est pas normal. Mais de parler de ce qu'on ressent, c'est normal. D'éduquer aussi au droit à l'erreur. Le fait de pouvoir se tromper, c'est ok. Et c'est pas être un mauvais homme ou une mauvaise femme, c'est juste être un être humain qui avance. Et bon, mon côté sage-femme du coup reprend un peu le dessus avec aussi le fait que un levier sur lequel les choses pourraient apporter un petit peu de mieux, c'est vraiment l'accompagnement des jeunes parents. Avec, bon là, voilà, j'ai adhéré aussi à ce que proposent les mesures de la liste, parce qu'en fait on se retrouve dans notre société actuelle où les familles sont quand même assez isolées. Il n'y a plus de repères dans le sens des couples qui beaucoup se séparent. Et du coup, le fait d'apporter une aide à la parentalité dans le sens où quand on devient parent, en fait, il y a tout ce qu'on a vécu dans l'enfance qui revient. Et les psychologues le disent, c'est une manière de revivre sa petite enfance, de revivre son enfance. Et c'est ce qu'on disait quand on a été dans un schéma de violence, et ben on a tendance à le reproduire.
Alors qu'en fait, s'il y avait plus de moyens et plus de disponibilité d'accompagnement psychologique dans l'arrivée des enfants, ou même pourquoi pas, on pourrait penser déjà au lycée, se poser des questions sur son propre schéma culturel. Est-ce que c'est quelque chose que je veux reproduire? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel je veux avancer? Ça, c'est des leviers qui pourraient vraiment faire du bien. Et notamment, voilà, l'arrivée d'un enfant dans une famille, elle bouleverse en fait les codes qu'on a eu enfant. Et on se retrouve avec des chiffres de familles, voilà, ou de mamans qui ont des enfants avec des conjoints différents, de familles recomposées, décomposées. Donc voilà, quand la famille ne va pas, il vaut mieux se séparer pour repartir à nouveau. Mais l'accompagnement aussi au travers des conseillers conjugaux dans cette méthode où on parle que voilà, quand il y en a un qui veut prendre le dessus sur l'autre, c'est le couple en fait qui en pâtit. Alors que le fait d'être gagnant-gagnant, c'est là que les choses avancent. Et je crois vraiment que c'est quelque chose sur lequel, en tant que citoyen, on peut influer, de prévenir, d'être là, d'être à l'écoute des gens qui ont des dysfonctionnements, des problématiques de gestion des émotions, parce que c'est ça après qui engendre la violence verbale, physique et autres. Et du coup, voilà, de proposer des leviers dans l'éducation à son propre ressenti de l'émotion et à ce qu'on peut proposer aux enfants. Et ne pas oublier que, bah voilà, éduquer des enfants, éduquer la société, je suis sûre que vous en êtes convaincus, mais c'est pas un problème juste de la famille, d'individus, c'est vraiment un village et un accompagnement de plein d'adultes référents au travers du sport, au travers de plein de choses qui donnent des figures d'école, qui donnent des figures de, ok, quand ça fonctionne pas, quand je suis dépassée par ma frustration, au lieu de taper et de le faire à tout prix, bah, j'apprends et c'est comme ça qu'on avancera, je pense, dans les violences et aussi les idées extrémistes, intégristes. On en parlait tout à l'heure de cette montée de l'intégrisme dans toutes ses facettes, malheureusement. Par rapport à ça et à l'école, vous m'entendez? Non, c'est vrai qu'il y a aussi, alors c'est peut-être à la marge, mais il faut parler aussi pour les gamins qui ont des problèmes, le fait qu'il n'y ait plus de psychologues quasiment dans les lycées, les collèges et tout ça. Voilà, donc ça c'est dommage quand même, parce que ça pourrait régler les problèmes, ça pourrait... Ah oui, les infirmières aussi, hein. En éducation physique, des fois, j'ai des élèves qui sont mal, il n'y a pas d'infirmière. Des fois, j'appelle les pompiers. Mais par rapport à des gamins qui ont des problèmes, des fois, on pourrait les orienter pendant une heure, une demi-heure, ils vont voir le psy, mais non, ils ne peuvent pas. Parce que voilà, il faut passer commande. Quoi. Et à l'hôpital, c'est pareil. Voilà. Oui, oui, c'est compliqué. Oui. Il manque des psys, ça c'est sûr. D'ailleurs, nous mettons la santé mentale au premier plan dans notre politique locale. Merci mes chers collègues. Du coup, je vais réenchaîner sur le 2 et le 3. Je parle en dernier parce que comme c'est mon dada, sinon je vais parler beaucoup trop. Et pour moi, les deux sujets, c'est la même chose en fait. C'est d'un côté le constat et de l'autre les solutions. Et donc, comme l'ont bien dit Anne-Christine et Annabelle, il faut valoriser d'autres profils en politique et dans toutes les instances de décision. Et quand on fait des travaux sur la gestion de la parole, sur les émotions, eh bien, on arrive à valoriser d'autres personnes. Parce qu'actuellement, pour moi, le problème, c'est on vote toujours pour les mêmes gens. On vote pour celui qui s'impose, celui qui prend la parole, celui qui parle plus fort, celui qui fait des belles phrases. Mais en fait, quand on analyse la phrase, il n'a rien dit du tout. Et pour l'instant... et donc, quand on aura travaillé sur tous les domaines, donc l'éducation pour la gestion des émotions et vraiment la gestion de la prise de la parole, dans le lieu public, pour moi, c'est la base. Et c'est pour ça qu'on a instauré cette règle de la fermeture éclair ici. Parce qu'on a regardé que, grosso modo, il y avait 50% de femmes, 50% d'hommes. Donc, on va donner la parole à un public représentatif. Pour moi, pour la présence des femmes en politique, il y a 4 étapes. Où chaque étape, il y a des difficultés et donc des solutions. Un, c'est être candidate. Donc là, le gros sujet, c'est combattre le syndrome de l'imposteuse. Et oui, on dit imposteuse. Ah oui? C'est dur à l'oreille, mais bon, tout à l'heure j'ai parlé beaucoup du poids des mots, et plus tu l'utiliseras, moins ça sera un problème, et ça sera important, ça sera rentré dans les mœurs. Ce sont les femmes qui subissent le plus le syndrome de l'imposteuse, et pourtant on parle toujours au masculin. Bref, c'est l'exemple typique, quoi. Donc être candidate.
Donc là, il faut lutter contre justement le modèle qu'on a de l'homme disponible tout le temps, qui va faire toutes les réceptions, qui va parler fort, qui va imposer ses idées. Et toutes les femmes ne se reconnaissent pas là-dedans, donc elles se disent « je n'ai pas la légitimité pour être candidate ». Donc là, c'est déjà un gros premier travail. Deuxième travail, c'est être élu. Donc là, les lois nous ont aidés en imposant la parité, mais vu que toutes les élections sont différentes en France, ce qui ne permet pas d'intéresser le citoyen d'ailleurs, révolution change la vie. Pourquoi il y a si peu de femmes au Parlement? C'est parce que dans les partis politiques, les circonscriptions qui sont les plus favorables, elles sont statistiquement données à un homme. C'est pas plus bête que ça. Et donc, l'égalité, il faudrait qu'elle soit totalement différente. Si un jour on passe à la proportionnelle, il y aura plus de femmes, puisque ça sera comme ça. Et donc, 1, être candidate. 2, être élue. 3, être efficace, effective. Et là, on avait bien vu aussi, quand on a préparé ce débat, pour l'instant, la répartition des vice-présidences et tout ça, ça reste un petit peu genré quand même. Hein. On donne la famille, le soin à la femme, et les domaines régaliens, le bonhomme, tu as des grosses décisions, tu as un gros budget, l'économie par exemple, et bien non, c'est sérieux. Donc voilà. Et 4, un point que j'aime beaucoup, c'est durer dans le mandat. C'est épuisant d'être dans la représentation, et si on ne délègue pas, parce qu'on pense toujours à l'homme vice-providentiel, tu t'épuises, tu ne vois pas ta famille, et il y a beaucoup plus de femmes qui disent écoute, moi j'ai pas fait des enfants pour ça, je veux les voir, donc j'arrête, ou je ne renouvelle pas. Des exemples de politiciens qui ne renouvellent pas leur mandat, il y en a quand même beaucoup plus chez les dames que chez les autres, que chez les hommes. Je ne pose pas, je fais juste un constat. Et pourquoi? Parce que peut-être qu'elles ont conscience qu'il n'y a pas que ça dans la vie et qu'elles peuvent briller différemment. Typiquement, la présidente de Nouvelle-Zélande, voilà, Yacinda Ardern, voilà, un choix pas possible, voilà, c'était l'exemple d'une femme qui a géré la crise Covid de manière exceptionnelle, qui a pris des décisions bien différentes en prenant soin, en sachant s'excuser. Ça fait partie de ce que tu disais là, pour moi, du changement de modèle. Les hommes politiques qui ne s'excusent jamais, qui disent moi j'assume, mais moi ça me sort par les oreilles. Là, quand je vais en débat, je les laisse parler. Et après, on me dit t'as pas utilisé ton temps de parole, ou t'as pas. Il y a toute une éducation à refaire sur la valorisation des autres profils. Et à ces 4 étapes, si on veut favoriser la présence des femmes, il faut travailler là-dessus. Et donc, sur tout ce qui est autour du temps disponible, il va falloir travailler sur la parentalité, valoriser la parentalité des femmes, valoriser la parentalité des hommes. On le fait déjà en entreprise. La loi est quand même super récente. Oui, et il passe là au 1er juillet. Voilà. Mais même avant, là, qu'on a eu un mois pour les jeunes papas, c'est tout récent. C'est 2021. Et comme je le disais ce matin, passe toute la journée avec un nouveau-né, tu verras que c'est pas des vacances, hein. C'est un congé, maternité, parentalité. Et donc, si on valorise la parentalité chez les hommes, on valorisera peut-être leur présence auprès des enfants, et donc ils verront que ils peuvent être très présents en entreprise, mais aussi très présents pour leur famille, et tout ce temps qu'ils libéreront, les femmes pourront se faufiler là-dedans. Voilà, il y a encore plein de choses à dire. Mais un exemple de cette année, sur le fait qu'il faut aussi qu'on soit irréprochable dans la parole, parce que ça influence, parce que ça alimente les préjugés. Il y a eu une campagne de l'Association des maires de France, de Corrèze, dans l'association des maires de Corrèze du coup, sur le panachage dans les petites villes, parce que maintenant les lois ont changé, tu ne peux plus rayer. Et donc ils ont fait des affiches en disant je vote avec panache, sans panachage. J'adore le jeu de mots, pas de problème. Et ils ont généré des images paria parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Et ils ont mis plusieurs hommes qui ont du panache, une femme que je trouve qui n'a absolument pas de panache, mais a priori c'est mon jugement. Et par contre ils ont mis des petites phrases en dessous. Ils ont dit je vote avec panache, sans panachage, même si... Attends, je l'ai tellement ça m'a énervé. Même s'il y a trop de femmes à mon goût dans cette liste. Bon, je veux dire que hier, avec les copines de la CGT, quand on a vu ça, bon, on a appelé la montagne, ça a été bizarrement ça a été enlevé et qu'il devrait y avoir un article demain. Tout ça pour dire qu'en 2026, il y en a qui trouvent ça drôle. Ils vont nous dire vous n'avez pas d'humour. Alors on leur donne un petit 1. Moi j'ai beaucoup d'humour, d'ailleurs j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus d'humour dans la politique. Ça participerait à valoriser d'autres modèles. Astuce. Si tu remplaces femme par une autre catégorie souvent discriminée, donc arabe, noir, juif, tout ce que tu veux, handicapé. Chasseur. Chasseur, voilà, excellent exemple. Si tu remplaces ce mot
et que la phrase ne te semble pas drôle, c'est qu'elle n'était pas drôle. Voilà. S'ils avaient fait la même affiche avec une femme qui disait la même chose pour un homme, je m'en fiche. Mais ils ne l'ont pas faite. Donc là, en 2026, en Corrèze, on n'est pas encore capable de se rendre compte que ça discrimine les femmes. Et alors qu'ils ont fait plein d'articles sur le « Oh mon Dieu, l'égalité dans les petites communes, on n'arrivera jamais à boucler les listes ». Ils ont bouclé les listes. Désolée, je m'enflamme. On va passer à l'autre sujet parce que je ne pourrais pas tenir des heures. Mais voilà, comme vous avez bien dit, il suffira d'une crise pour que les droits des femmes soient remis en cause. Et si l'égalité ou la parité, ce n'est pas inné, la loi ne suffit pas. Il faut qu'on travaille tous les jours avec ce que vous avez très bien dit, notamment l'éducation. Oui, vous pouvez les applaudir, bravo. À la fin. À la fin, on va faire sur le panachage, je pense, et je ne vais pas me faire l'avocat du diable, parce qu'effectivement, ils n'ont pas réussi à faire l'équivalent en disant la même chose pour les hommes. Mais je pense quand même que, malheureusement, encore dans les petites communes, il y a beaucoup de maires qui sont confrontés à ce sujet-là, de gens qui ne veulent pas voter pour des femmes. Et c'est, je pense, encore une grosse difficulté. C'est une grosse difficulté. Et alors pour ceux qui auront composé des listes dans les communes avoisinantes de Brive, et même pour Brive, la difficulté pour trouver des candidates femmes, c'est un vrai parcours du combattant. Voilà. Donc c'est un peu pour les dire pourquoi. Ah ben pourquoi alors ils ont donné des éléments de réponse importants là-dessus, hein, sur le fait d'être au foyer, le fait de... Le temps disponible, et je n'ai pas les capacités. Alors moi j'ai répondu tac au tac. Désolée, j'ai répondu. Vas-y. Et toi, je m'excuse. Quel homme politique va s'excuser de prendre la parole? Non, t'as pas à t'excuser. Je refuse tes excuses. Merci. Le temps disponible, parce qu'ils ont l'image de la personne qui dévoue à sa cause, ce qui est très bien. Mais on a tous, nous, on a des familles, on a des boulots, on a d'autres causes qui nous tiennent à cœur. Et la compétence. Et donc là, je leur réponds au tac, parce que tu crois que machin, il est compétent? Ben non, ben voilà. Donc... souvent maintenant je me dis, moi, et je le dis aux jeunes filles que je croise dans les collèges et lycées, je leur dis, tu prends ton opposé et tu te poses la question, est-ce qu'il ferait pareil? Donc moi, mon opposé, c'est un vieux mâle blanc de droite. Et là, je lui dis, ben, quand même, moi, je me commençais à me mettre en valeur pour briguer la tête de liste. Dans ma tête, franchement, c'était franchement, ça va les chevilles, moi je. Et après, je me dis, mais que ferait un homme blanc de droite? Il s'en ficherait, il irait quand même. Et ben voilà. Il faut arrêter de se poser des questions. La plupart des personnes qui font de la politique, qui ne sont pas de notre camp, ne se posent pas de questions. Elles y vont et elles sont totalement incompétentes. Non, mais bon, après, qui ne sont pas dans notre bord, bien sûr. Il a parlé des hommes politiques blancs de droite, donc moi je me suis pas senti correct. Ça va très bien, tu peux continuer. Non, mais moi je pense que... Ah, il y avait donc avant, pardon, mais on peut prendre deux femmes d'affilée, vas-y. Non, il n'y a pas de toilette. Il y a la patronne qui veut parler. Désolé, Fabienne, vas-y la pression. Oui, bonjour. C'est vous qu'on parle. Non, enfin, moi je pense tout simplement que les femmes, on doit batailler beaucoup plus. Et en fait, je pense que c'est le côté invisible, patriarcal, qu'il faut qu'on dépasse ça. Voilà, c'est... Voilà. S'investir beaucoup plus, c'est sûr, mais c'est le côté patriarcal, quoi. Donc, les hommes qui vont penser ou même qui vont dire, ah ben non, la femme c'est à la cuisine, c'est à la maison pour les enfants, c'est son rôle, faut pas changer le rôle, quoi. Ben si, faut révolutionner tout ça, quoi. Parce que maintenant, on est plus sous la transparence, on est plus à l'épanouissement de la femme. Voilà. C'est pas pareil dans un micro. C'est très bien. On a beaucoup parlé des Jeux Olympiques, on a parlé beaucoup des Jeux Olympiques ces derniers temps, mais il faut dire qu'au début, pour les premiers Jeux Olympiques modernes qui ont été refaits, Coubertin il était contre les femmes aux Jeux Olympiques. Les femmes c'était derrière, entre guillemets, le cul des casseroles. Voilà. Il n'était pas, donc bon, moi quand on parle de Coubertin, c'est bon, Coubertin, ça va quoi, c'est bien, mais c'est pas non plus, voilà, tout à fait. Ça. Il a aussi des choses à se reprocher, on va dire. Oui, mais je vais faire l'intermède homme du coup, comme ça, en portant le micro à Fabienne, comme ça la fermeture est claire et complète. Non mais par contre, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que tu disais, parce qu'il y a cet aspect patriarcal qui fait que les femmes n'ont pas forcément envie de s'investir,
Mais pire que ça, en fait, et une fois que la femme s'investit, là, elle se retrouve confrontée vraiment à la violence patriarcale, et c'est insidieux, et c'est même inconscient, en fait. C'est même inconscient. Dès que les femmes commencent à arriver à prendre la direction d'une activité, ou se retrouvent dans des rôles de responsabilité en politique, ou dans des associations, très souvent, elles sont la cible, justement, des hommes. Ah oui, c'est ça. Un homme incompétent, bon, pas grave, ça passe. Je vais continuer dans ce que tu viens de dire et dans ce que tu as parlé juste avant. La femme, déjà, qui se la femme qui veut prendre des responsabilités, qui veut se présenter à des élections. Déjà, il faut faire le pas. C'est très compliqué. Quand on y arrive, pour l'avoir vécu, voilà, on se présente, c'est pas facile, on a des enfants, une famille, on se dévoue, on dit, allez, on y va. On est élu. Une fois élu, quand on distribue des responsabilités, moi, je me souviens, ben toi Fabienne, si tu veux, première adjointe, on va te donner les affaires scolaires. Non, oui, peut-être, je les prends. Mais je veux être au budget, je veux être aux travaux. Tu veux être aux travaux? Ben oui. Personne n'a de qualification plus que d'autres, pas plus que... Oui, je veux être aux travaux. J'étais à la commission des travaux. Mais c'était... et quand donc j'avais repris le travail, j'ai été élue en même temps, elle abandonne ses enfants. Ça, je l'ai entendu, c'est revenu à mes oreilles. C'est une mauvaise mère, elle abandonne ses enfants. Et bien, il faut faire face à tout ça. Alors, on le fait. J'ai tenu 13 ans. Mais c'est pas facile, parce que j'ai eu le soutien de mon mari. On se croisait dans le couloir. J'arrivais, il arrivait, moi je partais en réunion. Et si je n'avais pas eu ce soutien-là, je n'y serais pas arrivée. J'avoue que peut-être j'aurais abandonné. Voilà. D'ailleurs, on a beaucoup de mamans solo. Et c'est là aussi encore plus difficile de s'impliquer au niveau politique, parce que quand on est seul, quand on a un enfant, voilà, on partage comment, on fait comment. Donc c'est vrai que des fois, ça fait faire des choix autres que la politique, parce que on se sent délaissé l'enfant, on se sent abandonné justement, seul. Oui. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus... la majorité des enfants élevés par un conjoint, c'est des mamans souvent, enfin c'est des mamans solo, c'est la plupart du temps. Donc c'est vrai que c'est compliqué à gérer. Donc ces femmes-là, elles peuvent rien faire d'autre, quoi, quasiment. Donc il faudrait beaucoup plus d'aide. Et ça, c'est la société qui doit mettre en place des aides pour ces femmes-là, parce que et c'est ça que l'extrême droite risque de faire aussi, quoi. Là, c'est dangereux pour. Justement, dans les solutions, il y a l'éducation, effectivement, qui dans les 4 points que je t'ai pris, l'éducation est en premier. Mais l'éducation, elle doit aller aussi aux autorités. C'est-à-dire que on a eu des exemples. Alors, je passe de ce que tu disais, la violence en politique. Rappelons-nous Cécile Duflot avec sa robe fleurie au Parlement. Rappelons-nous, elle est arrivée avec une robe, elle s'est faite moquer. Les hommes ont ri. Enfin, je veux dire, quelle violence dans l'hémicycle. Mais là, dernièrement, une députée LFiste qui venait d'avoir un enfant, donc un nourrisson, qui est allée donc à pointer pour la commission et qui est repartie. Mais elle était dans tous les journaux, dans toutes les informations, en disant « voyez, elle pointe ». C'est la question aujourd'hui, au-delà de l'éducation, c'est quels moyens on met pour les femmes d'être en politique. Quand on a un conseil municipal sur le budget qui finit à 1h du matin, comment on fait si on n'a pas de conjoint, ou si on a un conjoint qui lui aussi est pris parfois, comment on fait? Je crois que même si ce n'est pas le grand modèle, hein, ce qu'on avait dans les pays soviétiques, mais au moins il y avait des crèches dans l'entreprise, des crèches dans les parlements, il y avait les moyens donnés aux femmes pour que leurs enfants soient gardés. Parce que quand on parle de la femme, on parle des enfants, comme si le mari, lui, il a les spermatozoïdes et après, terminé, plus rien. Donc c'est vraiment, c'est une question
pas plus tard qu'au jour de l'an, on a une nièce dont le mari est adjoint au maire dans une petite ville dans le Pas-de-Calais. Elle est dans un syndicat, elle a des responsabilités et au moment des fêtes, on lui propose un poste de secrétaire national. Elle était secrétaire départementale pendant 3 mois. On était avec elle, alors qu'elle a des responsabilités, elle est secrétaire départementale. C'était comment on fait avec les 2 enfants jeunes? Comment on fait pour que Fabien et moi, qui entre Paris et la vie, ça fait 3 jours pour accepter. Non, mais elle a fini par accepter. Mais ça a pris du temps. Alors que souvent les hommes, ok, c'est valorisant, c'est hop. Mais donc, à quel moment on va donner les moyens aux femmes de pouvoir travailler? Parce que le travail avec des responsabilités, c'est les réunions de soir. Moi aussi, j'ai été confrontée, dans le cadre de mon travail, arrivé de là. On a pu travailler ensemble, chacun dans ses responsabilités et honorer nos responsabilités professionnelles, mais c'est pareil en politique. À quel moment on va donner les moyens? Ça veut dire qu'aussi, je finis juste là-dessus, ça veut dire qu'il y a aussi à regarder les horaires des crèches. Parce que finir à 18h ou 19h, c'est quand on commence la vie politique, hein, le soir, après le boulot. Donc c'est aussi des questions qu'il faut aborder au niveau municipal et départemental, puisque les crèches sont parfois départementales. Merci beaucoup, Chalida, pour ce témoignage. Donc, déjà, nous, concrètement, dans notre campagne, on avait toujours installé un point enfant avec des vrais jeux, des vraies petites chaises et des jus pour dire les parents, vous pouvez venir, vous pouvez vous saisir de la politique. Et clairement, la question du mode de garde, c'est un sujet politique pour que des dames, plus ou moins en âge de procréer, puissent s'insérer. Voilà. Et parce que, clairement, ce n'est absolument pas pensé. Là, moi, j'ai eu un interview pour faire mon portrait, donc des gens très gentils hein, d'un média local, et ils m'ont demandé comment je m'organisais pour les enfants. Et je leur ai demandé, avec tout le respect que je vous témoigne, en plus je vous aime bien, est-ce que vous avez posé cette question à Paul Roche? Non, et pourtant il a des enfants plus jeunes que les miens. Voilà. Donc on n'en est pas encore là, mais clairement, les horaires et lutter contre le présentéisme, ça marche dans l'entreprise et ça marche dans la politique. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on déconstruise les modèles que de la personne qui est disponible tout le temps. Non, il y a un moment, une réunion, ça a 1 heure de début, ça a 1 heure de fin. Et les conseils municipaux, bon là, ils ont été remis le mercredi matin, avril. Il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que ce n'est pas dans la soirée, tu peux plus facilement t'organiser. Et mais clairement, on a même parlé à un moment de l'accession, d'avoir des systèmes de garde d'enfants, notamment pour les familles monoparentales, pour que les personnes puissent aller faire du sport et s'émanciper ou de la culture. Donc on a un sujet sur les familles monoparentales. Et oui, on a parlé aussi beaucoup de nouveaux mots-clés qui s'appellent le répit parental, parce que même quand tu n'es pas en famille monoparentale, tu peux être submergé, même si ton enfant n'a pas un fort besoin. Et donc c'est important de laisser du répit. Et pareil, je pense que le répit parental politique doit pouvoir exister. Oui, c'est là qu'on voit que chacun, qu'on peut se construire à plusieurs, quoi. C'est que le village est là pour aider les parents à éduquer les enfants. Et pour l'horaire des crèches, on travaillera aussi sur une crèche spéciale pour des horaires atypiques, typiquement pour l'hôpital. Bonjour camarades. Pour faire un retour historique un peu sur la France, en 1925, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Le Parti communiste a présenté des candidates à l'époque, ce qui était quand même exceptionnel. Et à l'époque aussi, donc 1925-1930, un parti, en France, le Parti radical, était totalement opposé au vote des femmes. Pourquoi? Parce que normalement, elles auraient été pilotées par la religion. C'est un faux problème. Il faut savoir que les 3 religions monothéistes sont des religions qui sont contre les femmes. On dit, la religion catholique dit mon père, on ne dit pas ma soeur. Non, mais c'est très important. Alors, ça c'est au niveau de France. Mais si on le prend, c'est un problème civilisationnel, au niveau planétaire. Parce que
la femme, quels que soient les endroits, à partir du moment où elle n'a pas eu la possibilité de s'exprimer, a été remise en cause complètement. Quelle que soit la planète, il y a des civilisations, entre autres une civilisation qui a été détruite, je pense aux Inuits. Les Inuits, c'est la civilisation du Groenland, qui est originaire de différentes parties du monde. Eh bien, la femme n'était pas mise à l'écart. Et je parle du Groenland, bon, Alain il va se marrer parce que je lui ai donné des documents. Il y avait un ancien résistant qui s'appelait Jacques Mallory. Il était géologue, géophysicien, enfin bon. Il faisait beaucoup de prospection en Afrique, au Sahara entre autres, et il a eu une mission pour aller au Groenland. Donc il a fait des expéditions là-bas et tout. Et un jour, il a parcouru le Groenland, qui à l'époque était un territoire qui ne dépendait de nulle part. Mais il y avait un peuple qui était là, qui était venu d'ailleurs. Il est passé à un endroit, à côté de Thulé, qui était la capitale, la capitale des Inuits. 3 semaines après, il est repassé, il a entendu des bruits dingues. C'était la création de la base militaire des États-Unis. Et sur cette base militaire, c'était en 1951, et en 1968, alors il y avait 5000 citoyens des États-Unis, pas américains parce que c'est autre chose, citoyens des États-Unis qui étaient là. Ils étaient là parce que les guerres de Corée commençaient à se terminer. Et en 1968, il y a eu un avion qui a décollé avec 4 bombes atomiques. Il a plongé. Pollution. Actualité avec Trump sur le Groenland. Je vais juste prendre la parole parce que j'ai aussi la casquette, je suis chrétienne d'un bord protestant, et en fait d'un bord protestant qui aime beaucoup, donc une des 3 religions monothéistes, qui aime beaucoup relire la Bible dans son texte le plus simple, originel, le plus simple. Donc je vais juste prendre un exemple pour répondre à ça parce que c'est quelque chose qui à chaque fois me touche beaucoup. J'avais été il y a 1 an dans une conférence sur l'endométriose, où on parle beaucoup, c'était endométriosique mais pas hystérique. Et au cours de cette conférence, on rappelle donc des prises de parole de pères de l'Église, notamment Saint Augustin, qui était misogyne, qui a fait des ravages dans la conception qu'on a de Dieu. Donc c'est pas du tout une prise de parole longue, mais je reprends parce que c'est un thème tout à fait actuel. Ce qu'on appelle gravement les 10 commandements, en fait ce sont les 10 paroles, le décalogue que Dieu a donné à Moïse. Le 4e, c'est sur « Souviens-toi du sabbat pour en faire un jour sacré. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est un sabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni tes bêtes, ni les immigrés, ni ton serviteur, ni ta servante, ni l'immigré qui sont dans tes villes. » Je ferme. Parce que là, Dieu n'a pas dit ni toi, ni ta femme. En fait, Dieu s'adressait à l'homme et à la femme. Et quand on reprend les conceptions dès le début de la Torah, donc qui est commun aux chrétiens, c'est-à-dire catholiques, protestants et toutes les branches protestantes, qui est commun aux juifs et qui est commun aussi au Coran. Le Coran s'appuie énormément sur les textes, puisqu'en fait le Coran, c'était une sorte de prise de position contre des déviances chrétiennes sur certains concepts. Le Coran a dit stop à ça. Vraiment l'image de la femme a été particulièrement ternie, mais initialement, je suis convaincue que c'est pas ça du tout. Et quand on parle de Dieu, effectivement Jésus dit notre Père, ça c'est clair, c'est dans la prière que tout le monde connaît, mais quand on reprend un texte notamment de la Genèse, le souffle de Dieu, c'est un mot en hébreu qui parle aussi du souffle féminin. En hébreu, le mot compassion, qui est souvent attribué à Dieu, c'est un psaume qui revient souvent, Dieu compatissant, tout ça, et bien c'est la même racine hébraïque que le mot utérus. C'est-à-dire qu'on amène à un Dieu un amour utérin, un amour maternel. Donc je fermerai juste la parenthèse pour ça, c'est que malheureusement, on peut amener un concept très machiste
très violent à Dieu, mais ce n'est pas le Dieu en quel je crois, et en quel je pense la Bible propose, parce que, typiquement, je lance la pierre, je passe le micro après, dans la Bible, il n'y a pas le concept d'enfer. C'est un concept grec qui a été notamment particulièrement développé par Dante et qui a été inscrit au niveau de certains conciles, mais là on est plus au niveau du 900 000 après Jésus-Christ, mais les Juifs ne croient pas à l'enfer. Hein. C'est des concepts pour amener un Dieu qui fait flipper. Si jamais on marche à droite, on marche à gauche, attention, tu vas aller en enfer, à gauche, comme le Père Fouettard. C'était pas sage du Père Noël, tu vois, le Père Fouettard, mais si on revient juste aux conceptions bibliques auxquelles je suis passionnée, voilà, on est loin de ces idées. Et bah, du coup, je m'inscris totalement parce qu'en fait, on voit qu'il y a un biais du temps présent. Là, on ressuscite beaucoup de femmes connues qui ont été du coup totalement effacées de l'histoire, mais par des personnes après leur vie. En fait, bon, il y a des femmes qui ont été dans leur vie ont été méprisées, mais il y en a beaucoup qui étaient connues et respectées de leur vivant et qui ont été totalement effacées après coup. C'est comme d'un point de vue grammaire. Avant, il y avait l'accord de proximité, jusque dans les années 1700. L'accord de proximité, ça veut dire que tu accordes ton adjectif avec le nom qui est le plus proche. Donc si c'est un nom féminin, tout ça, machin. Et ce sont quand même des gens qui, après, ont écrit les règles de la grammaire, qui étaient quand même, dans leur conception plutôt misogyne, qui ont dit le masculin l'emporte sur le féminin. Ce n'est pas du tout quelque chose d'inné dans la langue française. Et pareil, au Moyen-Âge, il y avait beaucoup de noms. Donc le Moyen-Âge, en fait, c'est une période qui peut être totalement réhabilitée. Il y a beaucoup de créateurs de contenu sur historiens que je suis sur les réseaux. Ils te racontent le Moyen-Âge, qui en fait est beaucoup plus sympa que ce qu'on te fait croire. Et donc dans les Moyen-Âge, en fait, tu avais besoin de tout le monde pour bosser. Et donc tu avais tous les noms de profession étaient féminins, masculins. Et ça posait de questions à personne. Donc en fait, il y a un biais il y a des gens qui, après nous, réécrivent l'histoire avec leur vision, et souvent les misogynes. Ah oui, parce qu'ils veulent le pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est obligatoirement pour les hommes. Nous, les femmes, on n'a plus qu'à batailler pour bien l'avoir. Pour revenir, mais très court, sur le problème religieux, il faut savoir que jusqu'au XIIe siècle, les prêtres avaient le droit de se marier. Et tout à fait, c'est l'accord de concile de... Concile de Latran. Voilà, Concile de Latran. Et pourquoi ça s'est fait ça? Parce que c'est le clergé, je ne parle pas de la religion, moi je suis athée, effectivement, mais le clergé a dit top, arrêtez. On va dilapider sur l'église. Parce que, sur la religion catholique, hein. Oui. Parce que à ce moment-là, si les prêtres se mariaient, eh bien le Vatican ne touchait plus l'argent, il n'était pas héritier. C'est le point de départ. C'est pour ça qu'à la réforme protestante, la réforme protestante de 1514 avec Luther, lui a été marié. Hein, parce que nulle part dans la Bible, aucun texte ne dit attention, c'est Dieu qui a créé le couple, qui a créé la sexualité et tout. Donc oui, tout à fait, c'est faux de replacer ça. Merci de le replacer, parce qu'on est sur du factuel et qui crée après des désastres comme on en a tous conscience. Voilà, ça c'est Saint-Augustin, mais moi j'aime pas l'appeler Saint, parce que c'est Augustin qui a mis ça à la femme et cause de Ah mais oui, est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce thème-là? Alors vous avez quand même bien débordé sur le deuxième thème qui était quelles solutions on peut mettre en place pour aidez-moi, voilà, les leviers politiques nécessaires pour atteindre une égalité réelle entre les femmes et les hommes. Donc est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce sujet, sur ces leviers-là? Non? Bon, dans la salle non plus. Donc on peut passer au thème 4. Qui était de trouver les solutions pour articuler la lutte pour les droits des femmes avec les autres enjeux sociaux, précarité, écologie, environnement, accès aux services publics. Voilà. Allez, c'est toi qui commence. Oui, c'est lui, pardon. Donc, dans cette question, moi je vais me saisir du côté écologique, parce que c'est ce que je connais bien. Et donc, on voit que maintenant, il y a plein de personnes qui ont une conscience qu'il faut modifier certaines de nos habitudes. Et ce qu'on appelle la nouvelle charge mentale écologique est à 99% portée par les femmes. Donc ça veut dire que déjà,
on avait suffisamment de boulot, mais comme on a conscience qu'il faut changer certaines de nos habitudes de consommation, de vie, pour prendre soin de la planète sur laquelle on vit, parce qu'on en a besoin, nous, eh bien, ça fait encore beaucoup plus de travail pour les femmes. Et on voit que même si tu as envie de le faire, tu as encore des petits obstacles. Par exemple, si tu as envie de te déplacer en vélo, parce que ta vie te le permet, etc. Et bien en fait, il y a plein d'aménagements vélo qui ne sont pas pensés pour les femmes, parce qu'ils sont trop hauts. Le fait que quand il n'y a pas assez d'éclairage, ça va... la femme peut avoir un sentiment d'insécurité plus profond que chez les hommes, même si c'est un sentiment, mais bon, on pourra en discuter des heures. Et bien du coup, ça diminue la part des femmes sur les vélos. Donc il y a des études comme ça sur le fait qu'il n'y a pas d'égalité dans les initiatives écologiques. Un autre sujet, c'est sur tout ce qui est les études sur la pollution, les études scientifiques. Ben, c'est toujours fait sur un homme de 75 kilos. Quelquefois, tu as des effets pervers de pollution et de cocktails chimiques qui ne sont pas trouvés parce qu'en fait, on n'a pas fait des études sur des personnes qui font 50 kilos. Je ne fais pas 50 kilos. Mais... Donc, pour moi, le combat écologique est essentiel. Mais par contre, si on le fait reposer encore plus sur les femmes, je dirais non en fait. Parce que il faut que tout le monde prenne soin. Enfin, de toute façon, ça revient au principe du care, du prendre soin, qui est encore un sujet majoritairement traité par les femmes. Et donc, il faut qu'on change ça. Parce que le jour où il y aura autant d'hommes que de femmes qui s'occuperont de l'écologie concrète et populaire, et ben là, ça va vraiment changer les choses. Après, il y a aussi l'écologie politique avec des changements de loi. Mais là c'est pas forcément le même sujet et je connais moins. Et donc tout ça pour dire, le droit des femmes, c'est le droit de prendre soin de tout le monde, mais sans se renier soi-même. Que dire si ce n'est qu'on veut plus de fonds pour l'accès aux soins, les enjeux sociaux de l'accès aux services publics. Je pense que là, on est tous d'accord qu'il faut absolument remettre l'humain au centre du débat et non pas le profit. Oui, l'hôpital, oui, l'éducation et même la justice. En fait, mon confrère est dans le domaine de la justice, il me dit, mais dans certaines juridictions, il n'y a plus d'argent pour acheter du papier ou il n'y a plus suffisamment pour avoir chaud, il n'y a plus de moyens. Donc voilà, remettre les moyens dans ce qui fait que la société fonctionne, c'est-à-dire l'éducation, la santé, la justice, et non pas dans ce qui fait que la société produit jusqu'à l'essoufflement. Et du coup, dans l'accès aux services publics, comme tu réduis, tu as moins de sous, donc tu as moins de période d'ouverture, et donc quand tu as besoin d'aller faire des papiers et tout, et ben, c'est une personne c'est souvent celle qui gagne le moins, qui va poser sa demi-journée ou sa journée pour aller faire les papiers, et donc c'est statistiquement la femme. Et donc, un accès élargi à tous les services publics permet une meilleure indépendance financière des femmes. Je ne parle même pas du soin aux enfants. Oui, au niveau de la région, il y a un plan réalisé l'égalité qui a été adopté. Donc, c'est pour intégrer l'égalité dans toutes les politiques. Donc, c'est important d'en parler aussi. Je pense que le RN n'a pas dû adopter ce plan-là. Mais bon, au niveau de la région, c'est ce qu'on essaie de faire, par rapport aux différents projets qui nous sont proposés, c'est toujours voir si l'égalité a été adoptée ou pas. Voilà. Je voudrais juste corriger une phrase qu'on dit souvent, qui à mon avis n'est pas juste. Anne-Christine. Tu viens de dire on n'a pas les moyens. Alors il faudrait dire on ne nous donne plus les moyens. Parce qu'on nous coupe les moyens. Dans les budgets, on coupe. On coupe à tous les niveaux des collectivités territoriales, à commencer par le gouvernement jusqu'en bas. On coupe les moyens. C'est pas qu'on n'a plus les moyens, c'est qu'on a décidé de donner 211 milliards aux entreprises au lieu de les donner à celles qui font vivre le pays. Ou sur un porte-avions. Ou sur un porte-avions. Ou des caméras. Voilà. Et moi, je voudrais rappeler sur la santé, quand même une loi qui a été votée en 2025 à l'initiative, avant la dissolution, de Fabien Roussel et de deux élus, deux députés Monet,
Yannick Monet, j'essaie de me rappeler, Yannick Monet, et les sénateurs, c'est Cécile, c'est Cathy Ponceau, c'est ça, sur la prise en charge totale, au-delà sur le cancer du sein, tout ce qui se donne après sur les perruques, enfin tout ce qui est esthétique. Voilà, donc c'est important, voilà, les batailles qui sont menées dans le service public pour donner des moyens. Et voilà, donc c'était juste cette loi et de dire on ne nous donne pas les moyens, on n'a pas les moyens, on les a les moyens, on est quand même un pays riche. Et du coup je me permets de rebondir le temps que le micro circule. Dans l'articulation des lois sur les femmes, enfin pour le droit des femmes, il y a, alors c'est un peu complexe. Quand tu cherches un moyen de garde, tu as des subventions de la CAF. Et jusqu'à 2020, j'ai dit 15 fois, la subvention de la CAF chutait de moitié aux 3 ans de l'enfant. Or, je vous explique que les enfants rentrent à l'école en septembre. Ton enfant naît en janvier. De janvier à septembre, tu avais moitié moins d'argent pour payer le ou la nounou. Et donc, il a fallu attendre 2020 qu'il y ait suffisamment de députés jeunes parents ou que les députés écoutent les jeunes parents pour leur faire comprendre que depuis des dizaines d'années, les enfants naissent n'importe quand et rentrent à l'école en septembre. Donc, c'est pour dire la déconnexion des politiques de la vraie vie des jeunes parents et de la vraie vie des jeunes mamans. Parce que quand c'est quand même assez cher les moyens de garde, et donc quand tu perds cette subvention à moitié, tu ne peux pas travailler. Enfin, quand tu es au SMIC, ça ne sert plus à rien de travailler. Et donc ça éloigne. Mais bon, tout ça pour dire que ça m'a... moi j'ai connu la transition, et quand ça m'a révolté qu'on soit en 2020 et que les gens n'aient pas compris ça. Et c'est pareil pour tout, là, pour, comme tu disais, le cancer du sein, mais d'où c'était pas remboursé. Le député Sébastien Pétavy, qui est connu notamment pour être en fauteuil roulant, il nous a expliqué qu'il y avait plein de fauteuils roulants qui n'étaient pas remboursés par la Sécu, mais d'où voilà. Et l'argent, il y en a, hein. Quand on cherche, il y en avait un. On arrive, si on recentre, il y a de l'argent pour la sécurité qui ne sert à rien sans efficacité, comme les caméras, mais il n'y a pas d'argent pour la crèche, mais c'est pas le domaine. Il n'y a pas d'argent pour les ordinateurs des enfants dans les écoles. Moi, les maîtresses, elles me montrent, tu appuies sur l'ordinateur, tu fais l'appel, tu fais machin, il te faut 10 minutes pour que l'ordinateur il démarre, alors que donner des ordinateurs aux commerçants pour que ça fasse brive numérique, là, il y a de l'argent. Tout ça pour dire que je suis totalement d'accord avec toi, l'argent, il y en a quand on veut. Oui, je prends la parole et puis je la donnerai après. Le sujet était comment lier les femmes, le droit des femmes au sujet d'actualité politique. Et je crois quand même que depuis tout à l'heure, on arrive, alors je vais enfoncer les portes ouvertes, hein, vous allez voir, mais on arrive quand même à démontrer tout à l'heure que finalement, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, il y a une catégorie de personnes, qui sont les femmes, qui restent encore en dessous de la situation autre qui est la catégorie des hommes. Je vais vous donner l'exemple, si on parlait de la précarité, comment on fait pour lutter contre la précarité. C'est important de lutter contre la précarité. Si la population est victime de la précarité, qui dans la population ont subi les conséquences en premier? Et oui, parce qu'au foyer, je vais continuer dans l'exemple, mais au foyer, si jamais on commence à manquer d'argent, qui c'est qui va se priver de manger de viande 2 fois par jour pour pouvoir faire manger ses enfants? Ben, c'est la maman en général. Dans l'environnement, et qui c'est qui va passer à temps partiel pour s'occuper des enfants? La maman. Dans l'environnement, si on ne se bat pas contre l'environnement, qui porte le fœtus pendant 9 mois et qui pourra avoir des dommages particuliers parce qu'il y a la centrale nucléaire de Tchernobyl qui a pété à tel endroit, ou parce que l'eau est polluée, il y a du plomb, ou parce que la nourriture, elle n'a pas accès à une nourriture de qualité? Qui va souffrir de ça? La femme. Si les hôpitaux n'ont plus l'argent public pour permettre de soutenir et de soigner correctement les femmes enceintes, les accouchements difficiles, c'est encore la femme qui va le subir. Le remboursement des médicaments, ouais, je suis désolé, mais moi, à part du Doliprane, j'en suis très content. Mais j'aurais jamais, parce que c'est ce modèle-là qu'on nous a appris, peut-être que demain oui, mais j'aurais jamais à prendre la pilule.
Si demain la pilule n'est pas remboursée, qui c'est qui en souffre? Ah mais elle est pas C'est remboursée. Alors il y a des pilules qui sont pas remboursées. Non mais il y a des voilà, sont les moins agréables à prendre, il y a des pilules qui sont remboursées mais pas toutes. Mais donc du coup, forcément, moins c'est remboursé et plus c'est les femmes qui subissent tous ces dommages-là. Voilà. Donc en fait, en réalité, sur cette question de défense des droits communs, la précarité, lutter contre la précarité, lutter contre les salaires, lutter contre le dumping social et les salaires bas, faire en sorte qu'on augmente les salaires, eh ben, tout le monde en profite. D'accord ? Et les femmes en profitent en particulier. Mais j'ai jamais encore vu de femmes qui passaient devant les hommes et d'hommes qui se retrouvaient, comme la situation dans laquelle on est, avec un retard de, alors tu disais 4% tout à l'heure, mais c'est bien plus important que ça en réalité. Donc systématiquement, chaque fois qu'on se sera battu pour acquérir un droit nouveau, les premières qui en profiteront, ça sera forcément les femmes. Et l'organisation de la société fait que les hommes en profiteront aussi, sans avoir eu besoin de se battre pour leurs droits à eux, en fait. Ah oui, parce que ça va de soi. Oui. Mais ça faut bien faire Je vais juste dire, on a au niveau de la région aussi une vice-présidente qui est communiste, qui est justement pour à l'égalité, handicap, etc. Et une autre chose qui est indispensable pour les femmes, à partir d'un certain âge, ce sont tout simplement les protections périodiques. Et justement, Catherine, c'est son nom, est en train de développer des distributeurs gratuits dans les lycées, mais c'est compliqué aussi, parce que c'est important, ça revient cher. Et une fille qui ne va pas avoir les moyens d'acheter, ben, elle n'ira pas en cours, et c'est pareil, voilà, elle ne fera pas de sport. Enfin voilà, c'est des choses qui semblent anodines, mais c'est très très important, et ça c'est porté par la région aussi. Donc c'est important de le dire, des fois on dit qu'est-ce qu'ils font, mais pour ça, voilà. Non mais c'est vrai, c'est pas toujours évident, il y a des choses qu'on ne voit pas, qui se font, on les voit, on n'est pas sans arrêt en train de le dire, mais ça se fait. Quoi. Mais il faut une volonté. Je donne d'abord la prime, mais sur les grands publics, soit la Ligue de Nouvelle-Aquitaine de rugby a envoyé l'année dernière un message à tous les clubs de Nouvelle-Aquitaine en leur disant on vous fournit les protections périodiques, on vous fournit les distributeurs, vous avez juste à l'installer. Et bien écoutez, sur Brive, il n'y a qu'un seul vestiaire de rugby où il y a les protections périodiques qui ont été installées, c'est mon club qui l'a installé, c'est il n'y a que ce club-là. Et pourtant, dans les autres clubs de Brive, il y a des équipes féminines. Mais parce qu'il y a effectivement ce que les pouvoirs publics ou les gens vont décider de mettre en place, et il y a la volonté qui va derrière aussi. Ah, c'est ça, c'est ça. C'est vrai que c'est... C'est presque une honte, on se cache, alors que bon, bah non, c'est naturel, c'est... Oui. Et pour finir, pour le combat des femmes, les salaires rehaussés par rapport aux hommes, égal aux hommes, mais si on augmentait le salaire des femmes, on se plaint que la Sécu, il y a un trou de la sécurité sociale, mais si les salaires des femmes étaient rehaussés à la hauteur des hommes, il y aurait des cotisations supplémentaires et ça fournirait, et bien, simplement, ça renflouerait cette fameuse sécurité sociale. Parce que le trou de la sécurité sociale, il y en a marre qu'on nous la mette sur le dos, il y en a marre qu'on nous culpabilise, et si les femmes étaient payées à la hauteur des hommes, il y aurait des cotisations supplémentaires. Moi, je voulais juste rebondir sur les moyens. On nous dit toujours, en France, il n'y a pas d'argent, on ne peut pas. Jalila a parlé des milliards qu'on donne au patronat tous les ans, et à qui on ne demande aucun compte. Ah oui. Aucun compte. Merci, M. Hollande. Les mesures qu'il avait prises. Je me rappelle à une période où j'étais beaucoup sur Tulle, on allait voir M. le préfet tous les ans pour lui demander l'état des lieux de cette fameuse taxe qu'on fait, le CICE. Et il nous disait, oui, il y a telle boîte, telle boîte, telle boîte. Et il y avait notamment la boîte, peut-être tu vas me donner le nom, qui a fermé, qui faisait les boîtes de vitesse, Bob Warner, qui était une boîte au top, qui touchait le CICE, et qui du jour au lendemain est allé envoyer les machines en Hongrie. Pas rembourser le CICE. Voilà. Et le préfet nous disait, ben voilà, il nous donnait, on avait l'état des lieux. Mon ami Pérical était secrétaire de la CGT, et avec lui on travaillait là-dessus, en bonne intelligence. Et
Voilà. Mais après, parce que je voulais dire, c'est sur le budget, c'est la volonté politique qui compte. Y compris pour tous les problèmes qu'on a vus ce matin pour les femmes. Mais il y a aussi les problèmes pour les hommes. Parce que je crois qu'il faut qu'on mène le combat sur le droit des femmes en parallèle ou en commun avec les problèmes que subissent aussi les hommes. On parlait, voilà, on parlait des petits salaires, on parlait... Vous savez, moi j'ai bossé dans la sidérurgie quand j'étais jeune. Il fallait voir les conditions de travail dans les années 70. Il fallait voir. Et c'était essentiellement sur les hommes, puisque les femmes n'avaient pas droit de venir travailler, sauf dans les bureaux. Voilà, donc je veux dire, on a une société dans notre pays qui nécessite que le mot d'ordre qu'il y a sur la vitre, là, je ne sais pas qui c'est qui l'a collé, l'humain d'abord. Réfléchissons à ce que ça veut dire. Et je ne dis pas que tout est parfait pour ceux qui ont fait cette affiche, mais au moins ça, c'est très important. Et l'affiche des jeunes, révolutionner la France, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire prendre en compte tout ce qu'on vient de discuter, cette journée du droit des femmes, avec tout ce qui va avec, tout ce que vous avez dit. Mais je crois que c'est la volonté politique. Or, les gouvernements, depuis déjà des années, il n'a qu'une volonté politique, c'est donner l'argent aux riches et appauvrir ceux qui ne sont pas riches. Et juste, je finirai par, regardons bien où on en est aujourd'hui, avec l'évolution de la pauvreté en France, qui crée beaucoup de problèmes d'insécurité et de tout le reste. On dit on ne peut pas faire, on ne peut pas le faire. Là, il a fallu rapatrier en vitesse le porte-avions de la Suède, hein, où ça a fait permis au ministre d'aller faire le beau là-bas. Et on vient de nous annoncer, formidable, il est arrivé en Méditerranée. Pour faire quoi? Je veux bien qu'on protège le Koweït et autres, mais moi je pense qu'un porte-avions, pour avoir été un peu dans la marine, c'est aussi, c'est pas forcément une arme défensive, c'est une arme offensive. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Là, il y a de l'argent. Là, il y a de l'argent. Pour faire la guerre, il y a de l'argent. Mais pour augmenter les salaires, notamment des dames, des femmes, pour éviter que la pauvreté se nourrisse de la société et augmente dans notre pays, je crois que là, c'est... Nicolas l'a un peu dit, hein, je suis d'accord avec lui, mais c'est une question de volonté politique. Ce que fait la région, je ne suis pas d'accord avec tout, mais ce que fait la région sur l'essentiel, grâce aussi à l'action des communistes, hein, même s'ils sont que 10, eh bien c'est aussi pour ne pas donner l'argent qu'aux riches, donner des moyens nouveaux, à la fois pour le sport, pour la culture, y compris pour la santé. Eh bien, je veux dire, c'est ça qu'il nous faut dans le pays. Et puis, je pense que la dame avec le chapeau rouge, là, qui est au milieu, je pense qu'elle doit être candidate à Brive parce qu'elle nous a donné toute une série de raisons de voter. Oui. De voter pour la liste, oui, parce que sinon on aurait eu de voter pour la liste qu'elle mène. Mais je crois que, à l'initiative des communistes, elle a été, elle peut le dire, hein, elle a été tête de liste, élue tête de liste, alors qu'il y avait des prétentions différentes qui n'auraient pas amené la même façon d'aborder les problèmes. Et je crois que c'est fort d'avoir une femme tête de liste à Brive. Il y a quelques machos que je connais qui doivent se dire mais ils sont fous ceux qui sont sur la liste avec elle. Donc voilà. Alors moi mon dernier mot ça sera pour dire que la semaine prochaine, pendant que je regarderai France-Angleterre au au Stade de France, n'hésitez pas à voter en masse pour ces dames qui sont là, qui sont sur la liste et qui porteront cette volonté politique de changer les choses. Alors dans le cas où la culture est claire, il faudrait que ça va mais bon. Non mais il n'y a pas besoin, je parle assez fort comme ça. Moi aujourd'hui le problème que j'ai c'est surtout au niveau des femmes et la précarité en fait. Donc là on parle en plein sujet. Donc moi pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais partie de la CGT Intérim. On a alors
on a une croissance de femmes qui est venue, et c'est toujours la même topologie de femmes. Femmes avec des enfants, seules, avec un salaire qui ne dépasse pas les 800 €, parce que bon, faut pas se cacher, hein, en intérim, c'est 3 jours par semaine, hein, point. Donc aujourd'hui, c'est exactement comme les caissières, comme tous les endroits qui sont où le travail est le plus précaire. C'est toujours des postes où c'est qu'il y a des femmes avec enfants qui ne peuvent pas refuser ce poste, sinon c'est rien. On parlait de la CAF. La CAF, c'est au foyer. Donc c'est-à-dire que si ça se passe mal avec monsieur, au foyer, c'est le foyer qui touche. Ce n'est pas la dame. Donc en fait, elle ne peut pas partir. Donc aujourd'hui, l'argent fait que les femmes restent souvent, parce qu'elles ne peuvent pas partir, elles sont obligées de rester. Et là, c'est le drame. Et c'est un drame qu'on voit au quotidien, qu'on voit aujourd'hui. Et le problème, c'est que cette précarité augmente. Les femmes sont moins diplômées que les hommes. Pourquoi? C'est là aussi qu'il faut aussi se poser des questions. À quoi ça sert qu'une femme fasse autant d'études qu'un homme pour avoir un salaire qui est moins payé? Là, on rentre dans le vif du sujet. Et c'est là où c'est qu'il faut qu'on y travaille. Parce que ce n'est pas normal, encore une fois. Ce n'est pas normal que les petits boulots soient réservés aux femmes. Arrivé un moment, les femmes de ménage, c'est pareil. Elles travaillent avec combien d'entreprises? Mais c'est une galère sans nom aujourd'hui. Une femme va travailler pour un nombre, va travailler avec beaucoup d'entreprises de nettoyage. Elles se font avoir à chaque fois, nous à la CGT on le voit, et on le voit de manière nette. Et le problème c'est que c'est des petites mains, personne n'en parle, personne ne regarde vraiment ce qu'elles font. Et c'est là où c'est que il faut que nous, qu'on s'empare de ce sujet-là. Et oui, il y a le système capitaliste qui est là et qui veut justement continuer avec ces femmes et exploiter ces femmes qui ne peuvent pas se rebeller, parce qu'aujourd'hui en intérim, je vous le dis la vérité, hein, sitôt qu'on se rebelle, c'est fin de contrat. Je ne cherche pas à comprendre. Hein. Dans les milieux de ménage, c'est exactement pareil. Et après, c'est pareil, les femmes en situation de handicap. Est-ce qu'on s'en occupe aussi? Là aussi, c'est du travail. On les force à travailler, on les oblige à travailler avec des heures qui ne sont pas possibles, où c'est qu'elles ne peuvent pas avoir les enfants et en plus travailler. Donc en fait, on exploite ces femmes et ça devient compliqué, quoi. Donc je vous remercie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Daniel. Non, allez. très bref. Alors là, on n'a plus que des hommes, hein, tu vois, c'est la fin de la séance. C'est l'estomac qui parle. C'est l'estomac qui parle. Voilà, Ah oui, voilà, aussi. on attend, on force une dame. Je voulais aussi dire, moi qui suis dans les habitats sociaux, c'est impressionnant le nombre de femmes seules avec enfants qui ne dépassent pas 600 € par mois, qu'on met avec 3 enfants dans des T2. Mais c'est horrible. C'est horrible. Au jour d'aujourd'hui, elles sont cantonnées. Alors, ils essayent, parce que bon, quand je vois en commission d'attribution logement, je suis seul de gauche. Hein. Ils les cantonnent dans des endroits. Il faut voir les endroits où c'est que c'est. Les organes sociaux, les organismes sociaux. Pour Tulle, parce que moi je suis principalement de Tulle, quand on met des femmes seules, avec enfants, rue de la Barrière, faut arrêter, quoi. C'est un endroit où c'est que il y a beaucoup de risques psychologiques. En fait, quand l'hôpital, parce que là on peut en parler aussi, a fermé des lits en psychologie, on les a tous mis rue de la Barrière. Donc est-ce qu'il est bon de mettre les femmes là-dedans? Et le problème, c'est qu'on les cantonne là, et puis et donc c'est pour ça qu'il faudrait qu'on essaye de retravailler sur tout ça. Et je compte sur vous pour le faire, quoi. Merci.
Une fermeture éclair? Alors qui? Une femme? Il nous faut une femme avant Daniel. Au moins une phrase, et après, au fur et à mesure, vous verrez que l'appétit vient en mangeant. Candidature. Arrête. Non, ça, moi je compte pas. Je vais taper. Alors, moi ici, je détonne. mesdames? Non, on veut une dame, on a dit qu'on voulait une dame. Oui. Nicolas. Non, c'est bon. Ah non, moi, c'est bon. Ouais, mais je vais pas me faire excuse. Moi, j'aurais voulu évoquer aussi l'accès aux toilettes dans les entreprises, les établissements scolaires et l'espace public. Ah oui, c'est vrai. Totalement. En plus, maintenant, avec l'avènement de nouveaux moyens de protection, notamment les cups ou les autres types de trucs, tu as besoin d'avoir accès à un point d'eau au même endroit que tu as tes toilettes. Et donc moi, j'en ai parlé déjà de temps en temps dans des collèges ou lycées où je suis intervenue. Quand tu reconstruis tes blocs sanitaires, ça s'appelle, il faut quand même 1 ou 2 toilettes où tu as l'évier dans ton espace d'intimité. Et donc en fait, souvent ce sont les toilettes pour les personnes handicapées. Et du coup, il faut en faire un peu plus pour que ça soit faisable. Et ça, typiquement, tant qu'il n'y a pas assez de décideurs femmes ou de décideurs qui sont à l'écoute de ce genre de sujet, ça va. C'est un autre sujet. Quoi. Merci pour la fermeture éclair. Bon, tout d'abord pour dire que la première des choses que j'ai envie de dire, c'est que j'ai beaucoup apprécié le débat que nous venons d'avoir, et qui m'a amené à évoluer, même quand on prend de l'âge, la conception de la vie et la conception des choses, même en politique, est constamment en évolution. C'est mon cas en ce qui me concerne. Et je trouve que la période que je suis en train de connaître, qui change des habitudes qui ont été les miennes dans la façon de vivre la politique, m'amène à des réflexions. Alors je m'aventurerai à vous dire ce que je ressens par rapport à la première question qui a été posée, quel est l'impact des idées d'extrême droite sur la vie des femmes dans la société. Tout à l'heure a été évoqué par mon copain Alain ce slogan qui est le mien et que je trouve très beau puisqu'il a été celui de mon propre parti politique. L'humain d'abord, et je ne m'aventurerai surtout pas à le critiquer, mais je viens de mesurer que l'humain d'abord ne peut pas être un slogan qui résout l'ensemble des problèmes pour la conviction d'un monde meilleur. Parce que l'humain, c'est aussi celui qui a été dans les camps de concentration et qui a gazé des hommes et des femmes. Ce qui veut dire que la construction de l'humain, c'est ça l'essentiel. Et c'est la réflexion permanente, culturelle, de vaincre tout ce qui sont les idées non réfléchies, mais les préjugés, les stéréotypes, les conceptions qui s'imposent à notre cerveau, parce que nous avons tous un cerveau, et l'humain, il dépend d'abord de ce qu'il y a dans notre cerveau. Ce qui veut dire en fait que le combat politique que nous menons par rapport à l'attachement que nous prenons pour pouvoir expliquer pourquoi il faut combattre tout ce qui porte atteinte à ce qu'est l'humain, mais l'humain au sens le plus beau, le plus noble du terme, dire l'humain lui-même, ça ne suffit pas parce que l'humain est capable du pire et du meilleur. Oui, il fait du Daniel. Et après, sauf s'il y a d'autres intervenants, une intervenante. S'il n'y a plus personne, on va conclure là. Donc je pense que vous pouvez faire un grand applaudissement à nos trois brillantes intervenantes. Vous l'aurez compris, et Alain l'a très bien rappelé, dans la liste Unis pour Brive, il y a vraiment cette notion de vouloir l'égalité pour les femmes et de défendre les droits des femmes. Et on a besoin encore que chacune parmi vous, entre vous, les femmes, les hommes aussi, vous arriviez à faire diffuser cette parole encore pendant toute la semaine, puisque les élections c'est le 15 mars, c'est dimanche prochain.
Donc il reste une grosse semaine encore pour faire passer ce message-là et puis faire en sorte que, à minima, peut-être qu'il y a encore beaucoup d'hommes un peu machos, un peu difficiles à convaincre à Brive, mais en tout cas, à minima, que les femmes brivistes se déplacent dans les urnes pour faire entendre leurs droits. Et avec nos camarades de cette liste-là, on sait qu'elles seront bien défendues, ces droits-là. Et oui, la réunion publique, le 10 au soir, au rez de Pôle-Endroit. La salle Escarde. Salle Joseph Escarde. Ouais. Jean-Paul, oui, pardon. Jean-Paul Escarde. Salle Jean-Paul Escarde à Brive. C'est celle qui est derrière. Et bien pourquoi ils ont mis le papier? Celle qui est toute neuve, qui a été refaite. Très belle. Mardi 10. Voilà, en présence quand même de personnalités. 4 personnalités intéressantes. Voilà. Donc, eh bien, ce que je vous propose, c'est de passer à l'apéro. Vous pouvez encore applaudir nos... Merci.